L'enregistrement est lancé. Je te cède la parole, Mathieu. Merci beaucoup, Antoine, de me céder la parole et toi d'aller te cacher. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par le RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Donc, oui, comme le disait Antoine, c'est enregistré, ça va être rediffusé, donc disponible pour ceux et celles qui l'ont manqué ou qui veulent le revoir dans les prochains jours sur la page Facebook du RAC. Donc, mon nom, c'est Mathieu Francaire. Je suis coordonnateur du mouvement PHAS, Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Donc, ça me fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle encore une fois l'adresse courriel pour communiquer avec le RAC pour les questions qu'il va y avoir au courant de ce webinaire. Donc, c'est webinaire@raaq.qc.ca. Je vais vous le rappeler de temps en temps, cette adresse-là, pour que vous soyez capable de communiquer avec nous en virtuel. Donc, je vais vous faire un petit résumé de c'est quoi l'événement aujourd'hui pour que tout le monde soit à la même page. Donc, Feu sonore, un enjeu de sécurité routière, c'est le titre du webinaire. Donc, je vous lis un petit peu l'introduction. Les feux pour piétons équipés de signaux sonores sont des incontournables pour assurer la sécurité des personnes ayant des limitations visuelles. Ce webinaire aujourd'hui se veut une occasion pour mieux comprendre le fonctionnement de ce dispositif encore peu connu du grand public et trop peu présent sur les routes du Québec. Le webinaire débutera par le lancement de la vidéo Feu sonore pour plus de sécurité, réalisée par le RAM, en partenariat avec l'Institut Nazareth et Louis Braille du 6 de la Montérégie Centre. Ensuite, il y aura la présentation de l'évaluation, j'ouvre les guillemets, l'évaluation de 3 configurations de feux pour piétons avec signaux sonores sur le territoire de la Ville de Québec, une étude exploratoire, fermez les guillemets, réalisée par le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, le CIRIS, en partenariat avec le regroupement des personnes handicapées visuelles région 0312, donc la région de Québec. Donc, voilà, on est tous à jour sur le contenu. Donc, je vais passer la parole immédiatement donc à Carole Giguère, qui est présidente du RAC. À toi, Carole. Merci, Mathieu. Alors, bienvenue à tous au webinaire. Je vous explique un petit peu quel est le mandat du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. D'abord, notre mission, la défense collective des droits des personnes avec une limitation visuelle, que ce soit aveugle, en cécité, malvoyant, semi-voyant et tout. On favorise aussi l'autonomie de ces personnes handicapées. On brise l'isolement. On ne fait pas ça tout seul. Nous avons des membres associatifs à travers tout le Québec. Mon rôle personnel, comme personne avec une déficience visuelle, avec les feux sonores, se limite à ceci. Prendre mon courage à deux mains, trouver le poteau, appuyer sur le bouton d'appel, le maintenir 6 à 8 secondes et attendre mon tour patiemment. Patiemment est le mot clé dans mon discours. Alors, je remercie le RAM, l'équipe de Québec, les chercheurs François Gauthier, Lynn Simard, l'Institut Nazareth et Louis Braille, et tous les membres participants, incluant Mathieu, incluant notre directeur général, Antoine Perrault, notre équipe de travail avec Laetitia et Liliana. Je vous invite à écouter d'une bonne oreille les 2 études qui suivent pour que vous puissiez reconnaître les feux sonores, être vigilant à la vue d'une personne qui a une canne blanche ou un chien guide. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous et c'est un projet inclusif qui tend à aller vers l'accessibilité universelle. Là-dessus, bonne écoute. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup, Carole, pour cette introduction. Je vais y aller avec la première partie de ce webinaire, donc avec Lynn Simard du RAM. Je vais la présenter, ça vaut la peine. Donc, Lynn Simard est à l'emploi du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain depuis plus de 18 ans. De l'accès à l'information en tant que recherchiste, lectrice, coordonnatrice au Publiphone, qui est le service interactif d'enregistrement d'informations sur boîte vocale,
Elle occupe aussi depuis 2015, un poste d'agent de développement et de communication. Elle est responsable des dossiers d'accessibilité universelle sur la Rive-Sud de Montréal, notamment sur des feux sonores. Elle participe aussi à différentes tables de concertation municipale. Passionnée par les communications, pour son plus grand plaisir, elle produit aussi d'Éco-Durham, le bulletin Durham, chaque semaine, et elle s'occupe évidemment, comme je le disais, du service du Publiphone. Donc, Lynn Simard, je te passe la parole. Merci Mathieu. Alors, tout d'abord, merci au RAC de nous accueillir et de nous donner l'occasion de lancer notre vidéo via ce webinaire, car la formule 5 à 7, telle que prévue avec un petit cocktail en personne, n'est plus possible. Alors, à propos du RAM, alors le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain est un organisme communautaire qui a comme mission de promouvoir les intérêts, encourager l'inclusion sociale et défendre des droits collectifs et individuels des personnes ayant une limitation visuelle. Alors, du Montréal métropolitain, c'est-à-dire par la ville de Laval, les agglomérations de Montréal et de la Montérégie, et tout ça dans le but de favoriser l'autonomie et la participation sociale. Alors, nos dossiers sont multiples et touchent toutes les facettes de la vie quotidienne, entre autres le manque d'accessibilité du web, la sécurité des lieux publics, l'accessibilité du transport en commun, le transport adapté. Alors, le volet sécurité des déplacements est essentiel pour nous. Et ça passe entre autres par des adaptations telles que des demandes de mise aux normes des feux de circulation afin de les munir de feux sonores aux intersections. Alors, il y a 3 ans, un comité de membres du RAM résidant sur la Rive-Sud, alors des citoyens engagés dans leur municipalité qui n'hésitent pas à revendiquer leurs droits auprès des autorités municipales ou provinciales. Alors, ceux-ci ont ressenti le besoin de disposer d'un outil de sensibilisation sur le feu sonore parce qu'il y en avait peu ou pas, et parce que leur entourage, leur famille et même leurs amis aveugles et malvoyants et plusieurs responsables des services municipaux puis des élus ne comprennent pas le fonctionnement des feux sonores, et ça, malgré tout le travail effectué par le RAM, l'INLB et d'autres organismes depuis plusieurs années par l'entremise de diverses actions, des documents, des plateformes, des représentations. Alors, dans une société où l'information passe beaucoup par le web et le visuel, alors le désir d'illustrer par l'image et le son se révélait être un excellent moyen de sensibilisation. Alors, après des recherches infructueuses de financement pendant de longs mois, presque 1 an, nous avons eu l'occasion de soumettre notre projet à un programme de soutien réalisé en partenariat avec l'Institut Nazareth et Louis Braille du CIS de la Montérégie Centre. Et après quelques étapes de plusieurs mois, on a bien accepté de nous aider. Alors, notre projet s'imposait aussi parce qu'il s'inscrivait dans un contexte où beaucoup de municipalités nous avisaient souvent que des citoyens leur demandaient régulièrement de désinstaller les feux sonores, soit parce qu'une personne aveugle a déménagé du quartier ou demandait de baisser le son des TAC ou des haut-parleurs parce que tout ça les dérangeait dans leur quiétude. Et même dans certaines municipalités, il y a du vandalisme sur les installations. Alors, on a cru que bien expliquer le fonctionnement et qu'un témoignage d'une personne les utilisant pourrait sensibiliser le public à leurs nécessités. Il y a aussi beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes qui connaissent aucunement le rôle des spécialistes en orientation et mobilité des centres de réadaptation et leur expertise en matière de feux sonores. Et les utilisateurs de feux sonores n'ont pas tendance non plus à faire des rapports aux municipalités lorsque les feux sonores sont défectueux. Et ceux qui les rapportent font souvent face à un roulement du personnel, souvent noté dans les administrations municipales, entre autres au 311, ce qui rend l'appropriation du fonctionnement du feu sonore plus difficile. Alors, lorsqu'un citoyen les avise d'une défectuosité, ils n'en connaissent ni le vocabulaire, ni le fonctionnement, ni l'utilité. Il y a aussi les automobilistes qui ont tendance à ne pas respecter le cycle des feux sonores au complet lorsqu'ils sont activés. Et depuis quelque temps aussi, de nouvelles technologies telles que des manettes d'appel de feu ou des applications font leur apparition, et quelques compagnies croient que celles-ci peuvent remplacer les installations actuelles des feux sonores. Alors, il y a une certaine ignorance concernant leur fonctionnement, puis un rappel des normes québécoises en matière de signal sonore s'avérait nécessaire.
Alors, nous espérons que cette vidéo documentaire permettra une meilleure prise de conscience sur la manière dont les personnes ayant des limitations visuelles traversent une intersection munie de signal sonore et aussi fera preuve de l'autonomie et de la sécurité supplémentaire qu'il procure. Alors, le RAM remercie encore l'INLB pour son soutien financier. Merci aussi à tous nos collaborateurs. Vous entendrez leur nom dans la vidéo, mais je tiens quand même à souligner leur précieuse participation volontaire. M. Sylvain Nadeau, qui a traversé à plusieurs reprises l'intersection Saint-Laurent-Joliette à Longueuil pour nos prises de vue, et ça avec une grande patience. Mme Andréane Mayotte, spécialiste en orientation mobilité à l'INLB, qui expliquait son rôle et énonçait plusieurs cas où il est nécessaire d'installer des feux sonores. M. Lagacé, du service du génie de la ville de Longueuil, pour ses explications techniques des installations, la description d'équipement et la norme du ministère des Transports du Québec. Aussi, M. Vincent, qui témoigne de l'utilité des feux lors de ses déplacements au quotidien. Et finalement, merci au réalisateur des productions 11h11 qui n'a pas compté son temps. Alors voilà, avant de procéder au visionnement, je dois vous dire que toutes les scènes ont été tournées avant l'arrivée de la pandémie de la COVID-19. Alors, nous étions jadis encore libres de se tenir proches et on ne portait pas de masque. Je pourrais répondre à vos questions sur le déroulement de notre projet après le visionnement. Et si vous avez des questions toutefois plus pointues, plus techniques sur les installations, ce n'est pas dans mon champ d'expertise. Nous pourrons, avec le RAC, vous donner des références si nécessaire. Alors, la vidéo dure un peu plus de 13 minutes. Voilà, bonne écoute. Merci, Lynn. Je vais partir cette vidéo. Puis ensuite, comme tu disais, il y aura une période de questions. Vous regardez Feux sonores pour plus de sécurité. Une présentation du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, en collaboration avec le CIS de la Montérégie Centre Installation, Institut Nazareth et Louis Braille. Vous est-il déjà arrivé d'entendre ce signal sonore venant d'un coin de rue et d'apercevoir une personne traversant une intersection à l'aide d'une canne blanche ou d'un chien guide? Pour les personnes ayant une déficience visuelle, traverser une rue de façon sécuritaire est une habitude de vie complexe à réaliser. Mais comment font-elles? Je m'appelle Andréane Mayotte, je suis spécialiste en orientation et mobilité au Centre de réadaptation Institut Nazareth et Louis Braille du CIS de la Montérégie Centre. Un spécialiste en orientation et mobilité, c'est un intervenant qui travaille dans un centre de réadaptation auprès d'une clientèle qui présente une cécité ou une déficience visuelle. Avec l'accord de la personne, on va élaborer un plan d'intervention afin de développer les habiletés, les stratégies pour l'amener à se déplacer finalement de façon autonome et sécuritaire. L'ensemble de ces enseignements-là va faire en sorte qu'on va amener la personne à se déplacer dans différents milieux en fonction de ses besoins et en fonction de ses habiletés. On va aussi développer les habiletés auditives afin d'amener la personne à utiliser, dans le fond, les sons de la circulation pour analyser l'intersection, pour identifier le moment opportun de traverser et pour faire son alignement également. Par exemple, à une intersection qui est munie d'un feu de circulation, on va utiliser le départ de la circulation parallèle pour initier la traversée, mais la personne doit également effectuer une écoute active du son de la circulation pour maintenir une ligne droite. Donc, l'ensemble de ces méthodes conventionnelles vont être utilisées quand l'ensemble des indices de la circulation est disponible. On va aussi développer les habiletés kinesthésiques pour amener la personne à localiser le coin de la rue, donc l'abaissement du trottoir. Il y a aussi des repères qui peuvent être installés, tels que des tuiles podotactiles, pour faciliter la détection de l'intersection. Mais comment peut-on traverser en sécurité si ces indices de circulation sont insuffisants ou inexistants? C'est certain qu'en l'absence des indices de la circulation, une personne qui a une limitation visuelle pourrait avoir de la difficulté à traverser de façon sécuritaire. Dans ces moments, on va recommander à la personne de solliciter de l'aide auprès d'un piéton, de faire un détour ou encore de traverser à une intersection qui est munie d'un signal sonore. Lorsqu'il arrive à une intersection munie de signaux sonores, le piéton ayant une limitation visuelle repère le bouton d'appel à l'aide d'un dispositif de localisation qui émet le son suivant. Il peut repérer l'emplacement du poteau sur lequel est placé le bouton d'appel qui permet d'activer le signal sonore. Le piéton appuie sur le bouton d'appel jusqu'à l'obtention du signal de confirmation.
Le son émis par le bouton d'appel change pour indiquer à l'utilisateur que sa demande est reçue. Il se dirige alors vers le coin de la rue, à l'aide de sa canne, puis il repère l'endroit pour débuter sa traverse à l'aide de l'abaissement du trottoir. Les haut-parleurs, positionnés de part et d'autre de la traverse, émettent en alternance un son distinctif permettant au piéton d'initier la traversée tout en conservant sa ligne de direction. Le signal sonore accompagne les feux pour les piétons, c'est-à-dire les phases d'engagement et de dégagement. Ces phases sont les mêmes que celles perçues par les piétons voyants. Le son qui accompagne la phase d'engagement est plus lent, 4 notes. Il indique la phase de départ. La phase de dégagement est plus rapide, 3 notes, et elle invite le piéton à compléter la traversée. Pendant tout ce cycle de traverse, les véhicules ne sont pas autorisés à effectuer des virages qui les mettent en conflit avec le piéton. Je m'appelle André Vincent, je suis membre du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain et citoyen de la ville de Longueuil depuis bientôt 45 ans. En tant que personne non-voyante, je me déplace régulièrement pour divers motifs et pour le faire en toute sécurité, bien sûr, je dois utiliser les signaux sonores. C'est très important de s'assurer que les signaux sonores soient fonctionnels, que le bouton d'appel soit accessible en toute saison. Et il faut que les municipalités ne l'installent pas n'importe comment. Mon nom est Jean-François Lagacé, je suis chef de la division Transport et Mobilité active à la direction du génie de la Ville de Longueuil. Les ouvrages routiers du ministère des Transports établissent les normes en matière de justification, d'installation et de fonctionnement des signaux sonores. Il s'agit du chapitre 8 du tome 5 des ouvrages routiers. Il est important avant tout de savoir qu'une demande qui doit être formulée pour l'ajout ou la modification de signaux sonores doit être transmise et analysée par une spécialiste ou un spécialiste en orientation et mobilité. La personne qui a une déficience visuelle doit tout d'abord faire une demande de service auprès de son centre de réadaptation. Ensuite, le spécialiste en orientation et mobilité va évaluer finalement la demande, voir les besoins en fonction de la personne et analyser l'environnement pour voir si c'est bien accessible et donc voir la pertinence de faire l'installation d'un signal sonore. Une fois que la demande est reçue à la Ville, il y a une analyse qui est réalisée par les professionnels de la division Transport et Mobilité active. Cette analyse vise à valider l'intersection, les équipements existants, la compatibilité des équipements. Tout au long de l'analyse et de la conception des feux sonores, il est important de se conformer aux normes qui sont exigées par le ministère des Transports avec des caractéristiques très précises au niveau des composantes. Le signal sonore est un dispositif qui s'ajoute sur un feu de circulation. Il comprend bouton d'appel, dispositif de localisation et haut-parleur. Le bouton d'appel doit être installé sur le poteau à une hauteur d'un peu plus d'1 mètre et doit être situé à une distance maximale de 600 mm du corridor piétonnier. Le bouton d'appel doit être d'une couleur contrastante, par exemple jaune. Et il doit être programmé pour être pressé pendant une durée de 6 secondes afin d'activer le feu sonore. Et un signal de confirmation sera émis. À une intersection, un piéton qui tient une canne blanche appuie avec son pouce sur le bouton d'appel. Il est important que la surface qui est adjacente au bouton d'appel soit dégagée de tout obstacle. Par exemple, des panneaux de signalisation qui peuvent être installés trop bas ou poubelles, supports à vélo, des vélos qui sont installés à proximité qui peuvent être en conflit avec le cheminement des piétons. Le dispositif de localisation est installé un peu plus haut que le bouton d'appel et il émet un signal sonore à chaque seconde, un TAC, qui permet aux piétons qui possèdent une déficience visuelle de se localiser et de se rendre jusqu'au bouton. Le dispositif va fonctionner 24 heures par jour, 7 jours semaine, et il va s'ajuster au bruit ambiant. Donc, le volume va être plus élevé si la circulation adjacente est plus dense. 2 haut-parleurs sont installés à chaque extrémité du passage et ils sont localisés pour être centrés au niveau de la traverse. Dans la mesure du possible, le signal sonore doit être programmé de façon à ce que le bouton d'appel active en premier lieu le haut-parleur qui est situé à l'extrémité opposée du passage, de façon à localiser puis son engagement sur la traverse. Le piéton qui tient une canne blanche s'engage dans la voie pour traverser la rue. Le signal sonore doit être audible jusqu'à l'extrémité du passage. En fait, il doit couvrir l'ensemble de la traverse et il doit s'adapter au bruit ambiant. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il soit de 5 à 10 décibels au-dessus du bruit ambiant. Les haut-parleurs doivent être situés à une hauteur entre 3 et 4 mètres et doivent être orientés vers un point qui se trouve environ 2/3 du passage pour piétons. Dans les passages orientés est-ouest, le signal émis doit être de type Mélodie du Canada. Ce son est distinctif des autres sons ambiants et il est facile à localiser.
Dans les passages orientés nord-sud, le signal émis doit être de type coucou pour permettre de différencier les deux orientations et ainsi faciliter le déplacement des personnes possédant une déficience visuelle. Lorsqu'un signal sonore est installé à une intersection, tous les mouvements véhiculaires pouvant être potentiellement conflictuels avec les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes doivent être interdits, en particulier le virage à droite au feu rouge. L'emplacement de la traversée possédant des feux sonores doit être délimité minimalement, évidemment, par un bateau pavé, une délimitation entre la chaussée et le trottoir de 13 mm et de plaques podotactiles. On retrouve 4 principaux cas où on va faire la recommandation d'installation de signaux sonores. Tout d'abord, en l'absence ou l'insuffisance de circulation parallèle. Il faut se rappeler que le départ de la circulation parallèle, c'est le seul indice fiable qui va permettre à la personne d'initier la traversée. Donc, en l'absence de cette circulation-là, on va recommander l'installation d'un signal sonore. Deuxièmement, les intersections hantées. Ce type d'intersection va générer plusieurs conflits entre les piétons et les véhicules puisqu'on va retrouver plusieurs mouvements de virage, donc absence de circulation parallèle. De plus, l'utilisation de la circulation pourrait amener la personne à dévier de sa trajectoire. Lorsque les coins de rue ne sont pas alignés, l'écoute de la circulation parallèle ne permet pas de localiser le corridor piétonnier au coin opposé. Le risque conflit piéton-véhicule est donc grand pour la personne. Lorsque, par exemple, le passage piétonnier est déplacé pour permettre une trajectoire en ligne droite, ça va générer d'autres problèmes. Par exemple, il va être plus difficile de localiser l'emplacement de la traversée, d'être visible de la circulation, de détecter le moment opportun et de traverser en ligne droite. Et finalement, une intersection avec des feux pour piétons en mode protégé ou un tout rouge. Lorsque les feux pour piétons fonctionnent en mode protégé, on retrouve un arrêt complet de la circulation, ce qui permet, dans le fond, aux piétons de traverser dans tous les axes en même temps. Les personnes qui ont une déficience visuelle ne peuvent pas utiliser ce type de feu puisque ça leur prend la reconnaissance visuelle de la silhouette blanche. Depuis, il faut se rappeler qu'il y a absence de circulation parallèle, donc la personne ne peut pas procéder à son alignement et maintenir une ligne droite en cours de traversée. Évidemment, il y a beaucoup d'autres situations qui peuvent rendre la traversée d'une rue complexe. Par exemple, le bruit excessif des véhicules, la largeur des rues, les mouvements de virage sont autant de raisons, finalement, qui peuvent justifier la présence d'un signal sonore. Je suis une personne qui a à se déplacer et qui aime se déplacer régulièrement pour toutes sortes de motifs, d'ordre professionnel, pour aller à divers rendez-vous, pour des motifs de loisirs. Et j'aime le faire en me sentant pleinement autonome et le faire en pleine liberté et surtout en toute sécurité. C'est cette sécurité-là que m'apportent les signaux sonores. Pour avoir échangé avec plusieurs personnes non-voyantes, je me suis rendu compte que l'utilité et le fonctionnement des signaux sonores n'étaient pas toujours bien compris. Bien sûr, je reste conscient que je dois toujours être vigilant. Le sentiment de sécurité que procurent les signaux sonores ne doit pas me faire oublier qu'un obstacle imprévu peut se présenter à n'importe quel moment sur mon parcours. C'est très important de signaler tout feu sonore défectueux en communiquant au numéro 311 ou au numéro général de la municipalité. C'est important également de signaler tout autre problème d'accès au signal sonore. On peut penser aux arbustes, au mobilier urbain, à une poubelle ou à l'accumulation de neige en hiver. Tout le monde pourrait avoir besoin d'utiliser un feu sonore à un moment ou à un autre de sa vie. Car bien qu'il aide les personnes aveugles et malvoyantes, celui-ci peut également servir aux personnes âgées, aux parents avec poussette, aux personnes ayant des limitations fonctionnelles ou encore avec des incapacités temporaires, par exemple quelqu'un avec une jambe dans le plâtre, ou à toute autre personne ayant des besoins semblables. Tous ces sons qu'on entend aux intersections et qui intriguent parfois le public sont vraiment nécessaires. Ils sont indispensables à l'autonomie et à la sécurité des personnes qui ont une déficience visuelle. Générique de fin. Merci à Andréane Mayotte, spécialiste en orientation et mobilité au Centre de réadaptation Institut Nazareth et Louis Braille du 6 de la Montérégie-Centre. Figurant Sylvain Nadeau, citoyen de Longueuil et membre du RAM. Témoignage, André Vincent, citoyen de Longueuil et membre du RAM. Merci à Jean-François Lagacé, chef de division Transport et Mobilité Active, direction du Génie Ville de Longueuil. Recherche et coordination, Lynn Simard, agente de développement et de communication du RAM. Référence. Norme signal sonore chapitre 8, tome 5 des ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec. Critères d'accessibilité universelle, déficience visuelle, aménagements extérieurs de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de la Société Logique.
Une production du RAM et du 6 de la Montérégie Centre. Images et montage vidéo, production 11h11. Vidéo description, épilogue, service technique. OK, bien merci beaucoup encore pour cette belle vidéo au RAM et à ses partenaires. On commencerait la période de questions qui va s'adresser surtout à Lynn Simard, j'imagine. Si jamais il y a d'autres personnes qui peuvent compléter, il n'y a pas de problème non plus. Pour l'instant, est-ce que j'ai des questions? Attendez un instant. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de questions. Donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer directement sans les avoir envoyés à l'avance dans le chat ou par courriel, allez-y. J'en ai une, Mathieu. Vas-y, Carole. Dans la vidéo du RAM, et je ne conteste rien, là, notons bien ça, on dit que les feux sonores pourraient être utiles à des personnes, disons, avec une jambe dans le plâtre, les personnes âgées. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que le feu sonore a un délai plus long que le petit bonhomme blanc? Parce que je m'explique mal que le parent, avec un bébé dans une poussette, ait besoin du feu sonore. Alors que cette personne-là, en principe, devrait voir le petit bonhomme blanc. Donc, est-ce que le temps alloué de traverse est plus long lorsqu'il y a un feu sonore comparativement au petit bonhomme blanc? Non, en principe, c'est le même temps, c'est le même cycle de traverse. Toutefois, nous, on traite nos dossiers selon l'accessibilité universelle. Alors, d'inclure les parents, les personnes âgées, ça nous aide à promouvoir nos dossiers. Et c'est sûr que ça peut être quand même plus utile parce qu'il y a quand même une sécurité supplémentaire, on trouve, lorsqu'on utilise le feu sonore. Alors, avec ce document de sensibilisation-là, peut-être que certaines personnes vont l'utiliser. Tout à fait d'accord avec vous, Madame Simard. Merci. Merci. Merci à vous deux. J'ai une question qui a été envoyée plus technique. Je la lis pour Lynn. Sera-t-il possible d'avoir accès à cette vidéo ou du lien afin de les faire parvenir aux différentes municipalités dans lesquelles nous travaillons? Oui, absolument. Vous pouvez communiquer avec le RAM dès demain ou avec le RAC. On va vous envoyer le lien vers notre chaîne YouTube. Il sera disponible publiquement. Pour l'instant, il était seulement réservé pour le lancement, mais il sera disponible à tous et à toutes. Et on espère qu'il va servir de document de sensibilisation et d'explication. Parfait. Juste rappeler aux gens qui peuvent poser des questions dans le chat ou écrire par courriel à webinaire@raaq.qc.ca. Donc, pour l'instant, on n'aurait pas d'autres questions, fait qu'on pourrait passer avec la deuxième partie de ce webinaire, c'est-à-dire la présentation de l'étude. Je vais vous présenter les gens qui vont vous parler dans quelques instants. Donc, c'est une recherche conjointe du regroupement des personnes handicapées visuelles région 0312, donc la région de Québec, et du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, le CIRIS. Monsieur René Binet qui va nous parler est, depuis 1999, le directeur général du regroupement. Depuis de nombreuses années, cette association se préoccupe des problématiques reliées aux déplacements piétonniers ainsi que les déplacements en transport collectif. Au cours des années, M. Binet a développé une expertise relative à la mise en place des signaux sonores. Depuis 2001, il est aussi sur le conseil d'administration du RAC, qui nous reçoit aujourd'hui, comme responsable du dossier transport. De son côté, François Routier est chercheur au fameux CIRIS, qui fait partie du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale, et il est aussi professeur titulaire au département de réadaptation de l'Université Laval. Il est également chercheur boursier junior du Fonds de la recherche du Québec, Fonds de la recherche du Québec en santé, et co-dirige l'équipe en partenariat qui s'appelle Mobilité, Accès et Participation. Ses intérêts de recherche portent sur l'efficacité ainsi que des impacts d'aide technique et de technologie destinés aux personnes ayant des incapacités diverses ou en perte d'autonomie, incluant les aménagements urbains et différentes technologies que l'on retrouve dans les villes. Donc, M. Binet et M. Routier vont parler à tour de rôle. Je pense qu'ils sont organisés ensemble pour vous présenter l'étude. Et ensuite, il y aura évidemment une période de questions-commentaires. Je vous rappelle, questions-commentaires par le chat ou par courriel. Donc, M. Binet et M. Routier, c'est à vous la parole. Je vais juste débuter, René, puis je te laisse la parole rapidement. Là. Je veux juste mentionner que cette étude-là
a été menée là, en partenariat avec différents organismes. Là. René va expliquer d'où émerge la recherche, là, mais le comité des usagers de l'IRDPQ, la Ville de Québec, l'Europe 03, le CIA de la capitale nationale et le MTQ qui ont fait partie d'un comité de pilotage du projet là, pendant près de 2 ans. C'est ça, comme je disais, ben, l'idée a émergé du RPHV. Je vais laisser la parole à René pour nous expliquer d'où ça vient, ça. Alors, merci François. Bonjour tout le monde. Alors, évidemment, la recherche émerge la recherche, elle émerge dans de différents contextes. D'abord, évidemment, suite à l'entente qu'il y a eu en 2015 avec le ministère des Transports pour l'élaboration de la norme, bon, évidemment, la Ville de Québec a pu conserver ces signaux sonores, parce que vous savez que la Ville de Québec a des signaux sonores non directionnels qui existent depuis maintenant 35 ans. Et nous, à ce moment-là, au RPHV, il y a eu 2 choses qui nous ont fait en sorte qu'on a demandé, en collaboration avec le comité des usagers, d'avoir une recherche. D'abord, le signal sonore Ville de Québec n'avait jamais été évalué au niveau recherche, vraiment de façon scientifique. D'autre part, et les choses continuent, les choses se répètent. En 2016, à Québec, on parlait de la mise en place de SRB. Aujourd'hui, on parle d'un tramway. Et à ce moment-là, au niveau du SRB, service rapide par bus, là, ce qu'on se disait, c'est que la Ville, on parlait entre autres dans le projet, qu'il y ait des traverses axiales, c'est-à-dire une traverse où il n'y aurait pas d'intersection c'est-à-dire une traverse entre 2 intersections. Alors, à ce moment-là, évidemment, on se posait la question, parce qu'on ne se cachera pas, évidemment, la norme, aussi sécuritaire qu'elle soit, évidemment, elle a un coût, le feu sonore qui est installé avec le feu sonore directionnel. Alors ça, évidemment, ça nous préoccupait. Et d'autre part aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque la Ville a fait un blitz d'installation des signaux normés à partir de 2015, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui se sentaient insécures. Et ça générait ça a généré des interventions en orientation et mobilité. Alors, évidemment, suite à ça, on s'est dit, on va contacter le CIRIS et on va demander vraiment une recherche sur le signal sonore Ville de Québec, à savoir s'il est vraiment sécuritaire. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très content qu'il y ait une recherche scientifique qui nous amène à certaines conclusions. Et là, je vais laisser François élaborer sur la recherche et évidemment, en fin de présentation, on est ouvert à vos questions. Je suis pas mal meilleur là-dedans. Voilà. Vas-y, François. Merci, René. Merci là, de l'explication. J'ai résumé ici un peu à l'écran l'établissement de la norme, l'entente avec la Ville de Québec là, pour le remplacement à la fin de la vie utile. Ce qui a amené là, cette situation-là qu'on se retrouve sur le territoire de la Ville de Québec avec 3 types de configuration de feux pour piétons avec signaux sonores. Et ça a fait un contexte favorable à amener à l'étude qu'on a réalisée. Donc, ça nous permettait de comparer le sentiment et la sécurité associés à ces configurations-là. Là. Juste pour résumer, là, il y a la configuration exclusive avec signal sonore non directionnel. Il y a la phase exclusive avec signal sonore directionnel. Et on a également sur le territoire la phase concourante avec signal sonore directionnel. Donc, c'est les 3 configurations qu'on a pu tester en lien avec 3 objectifs différents. Le premier, c'était de documenter les préférences et les attentes des personnes qui ont une déficience visuelle à l'égard des 3 configurations, de documenter le sentiment de sécurité et d'évaluer le niveau de sécurité des 3 configurations.
3 objectifs qui ont amené 3 phases là, qui ne sont pas nécessairement totalement en lien avec chacun des objectifs. Là. Et, il y a un sondage en ligne qui a permis de documenter les attentes et les préférences. Il y a 32 personnes qui ont répondu au sondage en ligne. Une phase 2 où il y a 11 personnes de ces 32 personnes-là qui ont été rencontrées dans le cadre d'une entrevue pour raffiner un petit peu ce qui a été dit en lien avec les attentes et le sentiment de sécurité. Et une phase plus objective, donc une expérimentation en milieu réel, donc à 3 intersections. On a fait traverser 18 personnes, là, et ce qu'on mesurait, c'est le déplacement de la personne dans un corridor de sécurité qui était prédéterminé par des spécialistes en orientation mobilité, donc des corridors de sécurité à chacune des intersections. On avait des intersections longues et courtes avec les 3 types là, de configuration, là, ce qui faisait 6 couloirs de traversée. Ici, juste pour montrer un petit peu là, comment ça se passait, là, la personne avait un sac à dos avec un système GPS là, qui permettait d'enregistrer le déplacement dans le corridor de sécurité. Nous, on avait les coordonnées GPS là, des coins à chacun des côtés de la rue pour déterminer ce corridor-là. Puis ce genre de GPS-là, -là, c'est un peu plus précis que votre cellulaire, par exemple. Là, ça donne un signal là, au centimètre près, là, ce qui fait que quand on reconstituait le tracé de la personne pendant la traversée, ben, on avait un tracé relativement précis. OK, quelques résultats maintenant. Je vais essayer d'être le plus descriptif possible là, de ce que je présente à l'écran. Donc, en lien avec le sondage, ce qu'on constate, c'est que les gens qui utilisent le signal, la phase exclusive non directionnelle et la phase exclusive directionnelle se sentent beaucoup plus en sécurité que les gens qui utilisent le concurrent directionnel. Et ça, pour nous, c'est statistiquement significatif, là, donc ça représente la réalité. Je rappelle que c'est un sentiment de sécurité. Tantôt, on va voir qu'est-ce qu'il y en a exactement de la sécurité. Et qu'on soit en phase exclusive, directionnelle ou non directionnelle, il n'y a pas de différence. Les gens ont le même sentiment de sécurité. Ici, ce que je veux faire remarquer, c'est 2 choses. Là. On s'attarde à l'achalandage et aussi au nombre de voies, donc une voie ou 2 voies. Donc ici, on compare achalandage, peu d'achalandage avec beaucoup d'achalandage et on le met en relation avec une voie et 2 voies. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de différence, à l'exception, là, il y a toujours la phase concurrente et directionnelle là, pour lesquelles les gens se sentent moins en sécurité. Et pour ce qui est le fait d'être en une voie ou 2 voies, n'a pas vraiment de différence. Les gens, ça n'a pas d'importance pour eux. À l'exception toujours du concurrent directionnel. Bon, lorsqu'on a gratté un petit peu plus lors des entrevues, il y a 3 thématiques importantes qui sont ressorties lors des entrevues. La première, c'est les attentes à l'égard des feux pour piétons avec signaux sonores. Ici, là, ce qu'on peut voir, c'est il y avait beaucoup de commentaires sur l'uniformité des signaux et beaucoup de commentaires aussi sur une plus grande présence de signaux. Par exemple, en lien avec l'uniformité, là, je vais donner un verbatim en lien. En fait, ce que ça dit, c'est vu que c'est pas uniforme, j'arrive à une intersection et je ne connais pas, il faut commencer à analyser. C'est là le problème. Si tout était uniforme partout, ça serait plus facile.
Il y a des gens qui ont des commentaires sur le besoin d'uniformité, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui nous ont signalé que c'est pas si important que ce soit uniforme ou pas. En lien avec la présence de plus de signaux, on nous dit, puis bien, on pourrait rêver que dès que l'on a une lumière, il y a nécessairement un feu sonore avec. Bon, ça devienne une norme, mais pas juste dans la ville de Québec, mais partout. Ça, c'est un peu un rêve, mais c'est quand même souhaité. Le deuxième thème, c'est les aspects positifs et négatifs de la configuration. Le genre de commentaire, c'est l'idéal avec la phase exclusive. On ne se pose pas de questions, c'est la sécurité totale. Moi, je ne me sens pas à l'aise d'utiliser la configuration de phase exclusive non directionnelle parce que c'est seulement un bip, bip, bip. Ça nous dit quand traverser, mais comme je ne vois plus assez pour marcher en ligne droite facilement, le signal sonore non directionnel ne m'aide pas à rester aligné quand je traverse. Il y a un dernier commentaire. Avec le trafic parallèle, ça fait beaucoup d'informations à traiter en même temps. Il faut que je me concentre sur le signal sonore pour traverser. Puis, en même temps, il faut que j'essaie de ne pas me faire distraire par les bruits des véhicules qui sont à côté de moi. Et dernier thème là, qui a émergé, c'est les éléments qui influencent le sentiment de sécurité. Exemple, pour moi, le bruit, trop, c'est comme pas assez. Il faut avoir un bon dosage. Autre commentaire, les cyclistes. C'est un peu énervant parce qu'on ne les entend pas. Puis on a eu aussi le même commentaire là, sur les autos électriques. Là, ça peut être problématique. Et dernier commentaire, il faut toujours être sur ses aguets parce qu'il y a des automobilistes qui passent quand même sur les feux de piétons. Bon, la phase plus objective, c'est là qu'on se rend compte que on n'est pas capable de dire qu'il y a une configuration optimale. Et là, je vais m'expliquer. On a, comme j'ai dit, testé à 6 intersections différentes. Là. Elles sont nommées à l'écran. Pour les gens qui ne sont pas de Québec, ça n'a peut-être pas tant d'importance. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait les 6 configurations, en fait, les 3 configurations, mais avec des traversées courtes et longues dans chacun des cas. Ce qu'on se rend compte, parce qu'à la fin de la traversée, on leur demandait est-ce que vous étiez en sécurité. Et la phase exclusive, directionnelle, courte, qui fait du bon sens, et celle où les gens se sont manifestés le plus en sécurité, donc sur une échelle de 5 qui cotait 4,6. Alors que la phase exclusive, non directionnelle, longue, elle, c'était la pire, cotait 3,3 sur 5. Donc, en bas de autour de 3, là, on peut commencer à être inquiet. Là, on n'est pas tellement sécuritaire. Puis, on voit aussi, là, j'ai encadré le premier essai, les gens traversaient 3 fois. Puis à chacune des fois, on leur demandait s'ils étaient en sécurité. Et au premier essai, ils sont toujours moins sécuritaires. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'apprentissage à force d'utiliser les corridors qu'on a testés. Ici, c'est un graphique juste pour montrer parce que juste avant, c'était les intersections 2 et 5 qui étaient la plus faible en termes de sécurité et la plus élevée. Et sur le graphique ici, c'est par des tests statistiques, on observe que les intersections 2, ici, c'est les numéros d'intersection ici en bas, là. Donc, les intersections 2 et les intersections 5, par des analyses statistiques, c'est elles qui nous montrent qu'il y a des extrêmes, puis c'est ce qu'on a observé avec nos cotes là, sur le sentiment de sécurité. Et la dernière chose qu'on a faite, bon, ici, je vais être assez... on a les 6... on a les 6 intersections qui sont représentées ici sur un graphique qui montre la distance parcourue en termes de pourcentage. Là. Je suis à 0%, donc au début de la traversée, à 5% de la traversée, 10, 15, 20, jusqu'à 100%, donc sur l'autre côté. Ce qu'on a essayé de voir, c'est dans quelle mesure les gens
sortaient du corridor de sécurité défini par le spécialiste en orientation mobilité. Puis ici, sur cet axe-là, ce qu'on voit, c'est le nombre de personnes qui étaient dans le corridor de sécurité. Donc, pour la ligne verte là, qui est là, je pars à 70 %. Donc, aussitôt que les gens mettaient les pieds en dehors du trottoir, embarquaient dans la rue, il y en avait déjà 30 % qui n'étaient pas dans le corridor. Mais ce qu'on a tenté de regarder ici, c'est est-ce qu'il y a une intersection où on était plus ou moins en dehors du corridor? Et ce qu'on se rend compte, c'est que sur toute la longueur du déplacement, là, il y a seulement là, à la fin du parcours là, que les gens étaient dans certaines configurations statistiquement là, plus souvent en dehors du corridor. Mais c'est une toute petite proportion de tout le tracé qu'il y a à faire. Ça, c'est l'essai 2. Pour l'essai 1, l'essai 3, c'était la même chose, c'était plus au début. Puis pour l'essai 1, c'était une seule place dans tout le déplacement. Donc, tout ça nous amène à dire que les gens, ils sortent du corridor, peu importe la configuration, ils sortent du corridor dans une même proportion. Ils ne sont pas plus ou moins, ils n'ont pas de comportement plus ou moins sécuritaire selon la configuration du feu et selon la longueur qu'ils ont à traverser. C'est ça qui nous amène à dire qu'on n'était pas capable de dire qu'il y a une meilleure configuration ou qu'il y en a une pire qu'il faut abolir à tout prix. Cela dit, je vais résumer un petit peu là, les résultats pour ensuite passer aux recommandations que le comité a émis là, suite à l'étude. Bon, premièrement, l'ajout de signaux sonores au feu pour piétons augmente le sentiment de sécurité. Ça fait aucun doute. L'installation de plus de signaux sonores est évidemment souhaitée. L'opinion des participants relativement à l'uniformité des feux pour piétons est assez partagée. Donc, c'est pas tout le monde qui tient nécessairement à avoir qu'un type de signaux sonores. La configuration de feu pour piétons à phase exclusive avec signal directionnel est perçue comme la plus sécuritaire. Les caractéristiques de l'intersection, la longueur, notamment la longueur ainsi que le bruit qui, lui, peut être associé à l'achalandage, là, sont les principaux facteurs qui influencent le sentiment de sécurité. Et finalement, comme j'ai dit, aucune tendance se dégage des analyses là, réalisées à partir des données GPS qui nous permettraient de dire qu'il y a vraiment quelque chose de plus sécuritaire ou vraiment une configuration qui serait à proscrire parce qu'elle n'est pas assez sécuritaire. Le comité de pilotage a fait 5 recommandations, si je me souviens bien. Donc, on a des choses au Québec, là, mais il y a peut-être une revue plus rigoureuse de qu'est-ce qui existe ailleurs. Donc, faire une synthèse de ça dans la littérature scientifique, mais aussi dans toute la littérature grise, serait intéressant, serait utile. Il est recommandé que les personnes qui ont une déficience visuelle fréquentant ce type d'intersection puissent bénéficier d'interventions plus intensives en orientation et mobilité. Il est recommandé aussi de documenter l'opinion des personnes qui ont une déficience visuelle reliée au risque de déviation et à la gestion supplémentaire des stimuli amenés par les phases concurrentes. Là. Donc, toute cette idée là, qu'il y a quand même beaucoup d'informations à gérer lors de la traversée. Il est recommandé qu'une évaluation à plus grande échelle du niveau de sécurité permettant des analyses plus fines soit réalisée. Je vous rappelle qu'on était dans un contexte d'études pilotes. On a 18 personnes qui ont fait la partie objective. Ça demeure limité. Et aussi, on recommande que d'autres alternatives permettant d'appeler les feux de circulation pourraient aussi être évaluées. Là. Il n'y a pas que le signal sonore lui-même qui est en jeu, mais le bouton d'appel, il y a d'autres alternatives. Et à preuve que ça pourrait être intéressant d'étudier, là,
on a vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui partent et qui ne sont pas au bon endroit au départ. Donc, la position du bouton d'appel est un enjeu important. Pour ceux-là qui seraient intéressés à voir le rapport au complet, où il y a une fiche synthèse qui existe aussi là, sur le site web villeinclusive.com, vous pouvez retrouver ces informations. Puis René aussi a accès à ça. Là, il peut vous rediriger ou même moi-même, vous m'écrivez par courriel. Ça va me faire plaisir. Donc, si vous avez des questions, René et moi, on va être heureux d'y répondre. Oui, bien, merci beaucoup, François et René, pour cette belle présentation. Vous avez en plus respecté les temps facilement. C'est merveilleux dans ce temps-là. Tout le monde est content. Donc, merci. Un petit peu en avance sur l'horaire, fait qu'on va pouvoir avoir plus de questions s'il y en a. Donc, on a reçu quelques questions par le chat ou par la fonction Question and Answer. Donc, je vais vous en lire. Ça peut s'adresser aussi autant à Lynn Simard si elle veut répondre. Donc, la première que j'ai, on mentionne dans le rapport qu'aucune tendance ne se dégage des analyses réalisées à partir des données GPS. Moi, je voulais savoir de quoi on parle quand on parle de données GPS et de feux sonores. Oui, ben en fait, c'est ce que je disais, là, c'est l'appareil là, que les gens portaient sur eux, là, et on était capable d'aller prendre une mesure de leur déplacement au centimètre près pendant tout le long de la traversée. Et c'est là qu'on pouvait voir s'ils sortaient ou ils ne sortaient pas du corridor de sécurité. OK. Merci. J'en ai une autre ici qui était dans le chat. Est-ce qu'une pancarte avec interdiction de tourner au feu rouge est installée par défaut lorsqu'un feu sonore est installé? Ben, c'est-à-dire, si je peux me permettre, en fait, oui, OK. Alors, normalement, la norme des signaux sonores indique qu'à partir du moment où il y a un signal sonore, il doit y avoir une interdiction de virer à droite au feu rouge. Alors, c'est bien évident qu'à partir du moment où il y a un signal sonore, ben, c'est sûr qu'il y a une pancarte. Normalement, là, il y a peut-être des exceptions. Il y a eu quelques exceptions, mais on a intervenu. Mais c'est clair qu'à partir du moment où il y a un signal sonore, il y a une interdiction de virer à droite au feu rouge. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui retarde l'activation, dans certains cas, de signaux sonores. Ça fait partie de la norme, l'interdiction de virer à droite. Un signal sonore égale interdiction de virer à droite au feu rouge. J'aimerais peut-être juste rajouter quelque chose. Comme chercheur, là, moi, je serais intéressé de savoir, bon, sachant qu'à Montréal, il y a interdiction de tourner à droite partout, et à Québec, c'est pas le cas. Est-ce que les automobilistes ont des comportements différents lorsqu'il y a des signaux sonores? Est-ce que toutes les personnes à Québec respectent cette consigne de ne pas tourner? Là? Je serais vraiment curieux de savoir ça. Donc, autre sujet d'étude à venir dans les prochaines années. J'ai une autre question ici. Les personnes utilisant un chien guide lors de la traverse, comment ceci peut-il différer par rapport à l'utilisation de la canne blanche? Le chien est-il formé aux différents sons? Me permettez-vous de répondre? C'est Carole. Oui, vas-y, Carole, qui a un chien. Le chien guide n'est pas formé pour traverser les rues. Le chien guide a comme mandat de s'arrêter aux obstacles et de traverser quand son maître lui dit de le faire. Il faut se souvenir que le boss, c'est la personne non-voyante ou la personne semi-voyante. Le chien guide ne prend aucune autre décision. Parfait. Donc, je pense que c'est clair. Est-ce que j'aimerais ça poser une question à Mme Giguère? Oui, vas-y, parce que ce qu'on a observé là, quand les gens traversent sans chien, lorsqu'il y avait on cherche le mot, là, pas un bateau pavé, mais un terre-plein. Oui, c'est ça. Lorsqu'il y avait un terre-plein entre les deux voies ou les deux séries de voies, ça arrivait là, que les personnes se dirigeaient vers ce terre-plein-là. Bon, là, à un moment donné, ils prenaient avec leur canne, donc ils se repositionnaient, mais est-ce qu'un chien guide va aider
à ne pas s'en aller vers le terre-plein? La réponse est oui, en principe. Ouais. Le chien va soit s'arrêter au terre-plein, soit continuer. OK. Merci beaucoup. Donc, on a d'autres questions, mais je veux juste vous rappeler l'adresse courriel pour les gens qui voudraient en poser, webinaire@raaq.qc.ca ou par le chat. J'ai une autre question ici. Existe-t-il des outils pour aider les personnes présentant un handicap visuel à traverser sur une traverse piéton ou un stop sans feu de circulation? À ma connaissance, il n'y a pas d'outils mis à part des signaux sonores. Et c'est pour ça qu'on en fait la promotion. D'ailleurs, en passant, je félicite le RAM de son vidéo. Il est très convaincant. Le signal sonore, pour nous, c'est vraiment l'outil qu'on connaît et je pense que c'est le meilleur outil. Moi, je dirais que le signal sonore, c'est l'équivalent pour un voyant, lorsqu'il y a un feu de piéton qui s'allume, il voit. Bien, le signal sonore, ça permet à la personne aveugle de dire, bien là, c'est le temps de traverser. Je veux dire, c'est l'équivalent de ce que le voyant a. Alors, je pense que c'est vraiment l'outil idéal et à ma connaissance, moi, je n'en vois pas d'autre. Me permets-tu, René, de compléter? Oui. En passant, la vidéo et votre étude sont deux outils excellents. Il existe un autre outil auquel on ne pense pas. C'est le respect des automobilistes, des feux de circulation, des panneaux arrêt. Ça, c'est le premier outil au-delà du feu sonore, d'après moi. Je suis persuadée que tu es d'accord avec moi, René. Ben, c'est-à-dire que c'est oui dans un monde idéal. Malheureusement, on ne l'est pas. Alors, c'est pour ça que moi, à mon avis, le signal sonore est vraiment l'outil idéal parce que, bon, la prudence, c'est-à-dire le respect des automobilistes du piéton, ben, c'est à géométrie variable, à mon avis. Bien dit, merci. Merci, René. Merci, Carole. Autre question que j'ai, ça rentre bien, c'est le fun. C'est assez simple, je n'ai pas trop compris la direction entre directionnel et bidirectionnel. Merci de préciser. François? En fait, c'est directionnel et non directionnel. Là. Ils n'ont pas bidirectionnel. Là. Donc, le directionnel fait un son chaque côté de la rue et c'était bien décrit dans la vidéo. Et le non directionnel, lui, c'est un son seulement d'un côté de la rue. Donc, ça peut juste dire traverser. Donc, les gens ne peuvent pas s'orienter sur le son qui fait bip-bip là, et qui donne une espèce de ligne. Là. Les spécialistes en orientation et mobilité et même des gens comme René peuvent peut-être apporter de l'information sur le directionnel et non directionnel. Ben, si je peux compléter. En fait, le directionnel permet de faire vraiment une ligne droite, c'est-à-dire tu pars d'une partie d'un coin de ton intersection, tu traverses à l'autre coin et tu es certain à ce moment-là d'être en ligne droite. C'est très basique, mais c'est ça la réalité du directionnel. Donc, le son dirige la personne. OK. Sauf que dans les mesures objectives qu'on a fait, nous, on n'a pas vu de différence que le signal soit directionnel ou non directionnel. Ouais. Mais en théorie, c'est ce qui devrait arriver. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis c'est ça que les spécialistes en orientation mobilité tentent d'enseigner. Faites-vous une ligne avec le son, mais c'est dans le feu de l'action, comme quand on disait que ça devient une charge mentale importante. Il y a le son du bip-bip, il y a le son de la circulation, il y a la circulation qui étouffe un petit peu le bip-bip, bien qu'il est supposé être plus fort quand il y a plus de circulation. On est dehors, c'est l'hiver, blablabla. Et voilà pourquoi qu'en phase exclusive et avec le son directionnel,
dans un langage commun, moi, je dirais qu'on est en Cadillac, là, parce qu'évidemment, tu n'as pas l'analyse du trafic à faire. Il n'y a pas d'auto. Ta ligne est tracée par le son. Et là, tu as simplement à traverser. Ça fait beaucoup moins d'analyse à faire. C'est pour ça qu'on en arrive à c'est pas une conclusion, mais c'est pour ça que ça ressort énormément. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Existe-t-il des recommandations concernant la présence de feux sonores sur les rues piétonnisées, considérant que dans ce cas, les piétons ayant une déficience visuelle ne peuvent plus se fier au bruit de la circulation parallèle au moment de traverser? Qui veut répondre? J'aimerais juste qu'on répète moi aussi. Oui, elle était assez longue. Existe-t-il des recommandations concernant la présence de feux sonores sur les rues piétonnisées? C'est ça le point important, piétonnisées. Considérant que dans ce cas, les piétons ayant une déficience visuelle ne peuvent plus se fier au bruit de la circulation parallèle à eux au moment de traverser. Existe-tu de quoi? C'est quoi répète la Les recommandations. Des recommandations pour? Concernant sur des rues qui n'auraient pas d'auto. Les rues piétonnisées. Oui. Pas à ma connaissance. C'est ça, à ma connaissance. Moi, c'est non. C'est relativement récent, donc, de toute façon. OK. Fait qu'on n'a pas de réponse. Donc, en fait, je pense qu'il n'y en a pas, honnêtement. Il n'y en a pas. OK. Non, évidemment, le feu sonore, c'est sûr que la base de ça, c'est des rues. D'abord, c'est où il y a des feux de piétons. Alors, c'est bien entendu que quand il y a un feu de piéton, pour les 4 conditions que Mme Mayotte a illustrées dans son vidéo, alors c'est là-dessus qu'on se base pour l'installation de signal sonore. Petite parenthèse, par contre, nous, au RAC, depuis 2015, on demande que dans un monde idéal, et d'ailleurs, ça ressort dans la recherche, que partout où il y a des feux de piétons, il devrait avoir un signal sonore. C'est un peu avec ce que je vous disais tout à l'heure, à l'effet que le voyant, lui, a le cul pour traverser, pourquoi la personne aveugle ne l'aurait pas? OK. Mais si je peux me permettre, c'est quelqu'un qui est sur une rue piétonne qui arrive à une rue qui n'est pas piétonne. J'ai cette impression-là. Donc, il n'y a pas de circulation parallèle à lui. C'est ça. Okay. On a dans la conversation quelqu'un qui dit qu'il y a des lignes de guidance qui peuvent être, là. Ouais. OK. Donc, à fouiller peut-être éventuellement. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que la recherche a tenu compte du degré de vision des 18 personnes qui ont fait les traversées? Il y a une différence des personnes aveugles avec lumineuses ou malvoyantes? En fait, il n'était pas. Je reviens au fait que c'est une étude exploratoire. Là. On avait des gens totalement aveugles et il y en avait qui avaient des résidus visuels. Et ça, étant donné le petit échantillon qu'on avait, là, on ne pouvait pas prendre en considération ce fait-là. Mais c'est effectivement une grosse limite de ce qu'on a fait. D'où la recommandation d'une étude à plus grande échelle où ça pourrait être pris en considération. Parfait. Est-ce que je peux compléter, Mathieu? Ben oui, Carole, vas-y. Je suis la tannante du groupe. Je ne te vois pas, mais tu peux compléter. Moi non plus, je ne te vois pas. On est égal pour une fois. Alors, ma réponse à moi, c'est lorsqu'on a un résidu visuel, ce qui est mon cas, ça ne me permet pas de me fier à ce résidu-là pour traverser en toute sécurité. Le feu de circulation, je le vois parfois la nuit. Et j'ai bien pas le jour. Parfois, pas le jour. D'autres personnes avec un handicap visuel vont voir le feu de circulation quand c'est très ensoleillé, quand c'est nuageux. Alors, c'est pour ça qu'on appelle résidu visuel. On ne peut pas se fier à notre résidu visuel pour vivre sécuritairement à l'extérieur de notre foyer. Merci. J'ai un peu moins de questions, mais j'en ai une bien technique. Je vous pose tout de suite pendant que je lui parle, que je pense à cette question-là. C'est, sera-t-il possible d'accéder à l'étude et à ses conclusions? Si oui, comment? En fait... Vas-y, François. Vas-y, François. Oui. En fait, écrivez à René ou à moi, là, c'est peut-être la façon la plus facile de nous rejoindre. Là. On pourra vous donner accès au site où se retrouve le rapport.
je sais pas comment on peut... je vais mettre mon adresse courriel là, dans la communication, peut-être. Oui, c'est Oui, ça. ça pourrait être ça. Si René, tu voulais compléter? Non, ça va. Là. Dans le fond, c'est la même chose. C'est sûr qu'en écrivant François, la recherche est sur le site du CIRIS à ce moment-là. Puis les gens qui connaissent mon adresse ou Antoine, tu pourrais peut-être la mettre. À ce moment-là, ben oui, là, moi aussi, ça va me faire plaisir de vous diriger vers la recherche. En fait, René, je vous informe, ben, on le sait, parfois on l'oublie. À la suite de ce webinaire-là, la recherche de Québec ainsi que la vidéo de Montréal seront sur le site du RAC, le Groupement des aveugles et amblyopes du Québec, ainsi qu'une troisième vidéo, juste pour mêler les cartes, qui avait été effectuée par l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Outaouais, en collaboration avec le service de police de cette même ville. Et Carole, pour compléter, on m'indique que chaque personne qui était présente aujourd'hui recevra un courriel avec les liens vers la vidéo et la recherche aussi. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas les avoir dans les prochains jours, finalement. On m'a demandé aussi de préciser que s'il y a des gens qui ont des questions précises sur des aménagements dans leur municipalité, dans leur quartier, de contacter leur association ou regroupement local, évidemment, pour des détails. Et on me dit aussi que si on a des questions, commentaires sur des questions plus larges, par exemple sur les positions du RAC en général, de contacter le RAC, entre autres au 514-849-2018. J'ai une autre question qui est rentrée entre-temps, donc pour François, René et ou Lynn. Dans l'étude, avons-nous les données sur les mesures visuelles des participants? Ah non, ça, je l'ai eu tantôt. Elle a été dit. Oui, excusez-moi. Donc, c'est qu'elle a été reformulée différemment, mais c'est exactement ça. Donc, si je vois bien, je n'ai pas d'autres questions qui est rentrée. J'en ai une, moi. Ah, ben écoute, tu me sauves la vie encore. Même si je suis présidente du RAC, j'ai une tonne de questions sur les feux sonores. Je sais que René va être en mesure d'y répondre. En Outaouais, la frontière d'à côté, c'est l'Ontario. En Ontario, il y a plus de 300 quelques feux sonores et à Gatineau, on en a 32. Est-ce qu'il y a une différence entre les normes de l'Ontario et celles du Québec? Au niveau en fait, il y a une norme au Québec. Est-ce qu'il y a une norme en Ontario? Je ne le sais pas. Je pense que c'est une question de volonté. Excuse-moi, parce que OK, c'est parce que, excuse-moi, le voice-over me parlait en même temps. C'est assez... Donc, OK, alors, en fait, je pense qu'il y a une volonté, je pense que c'est au niveau de la volonté des municipalités. Puis aussi, je pense qu'il y a des façons de faire différentes. Au Québec, la norme dit que ça doit être fait sur recommandation d'un spécialiste en orientation. En tout cas, l'éclairage doit venir en partie d'un spécialiste en orientation et mobilité. Ça, c'est la norme québécoise. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a rien qui empêcherait, en tout cas, sauf à mon avis, il n'y a rien qui empêcherait des municipalités de dire, bien, on pourrait aller au-delà de la norme et on installe un feu sonore, par exemple, où on vient d'installer un feu de piéton, on va mettre un signal sonore. Je veux dire, je pense que, évidemment, la norme, ça c'est une opinion bien personnelle, la norme vient, à mon avis, contraindre le fait de ne pas en installer autant, comme par exemple, on a décidé de le faire dans l'Outaouais, à Ottawa. Merci. J'ai une autre question qui est rentrée, si je peux me permettre. Que pensez-vous des autos hybrides ou électriques qui émettent un son spécial pour signifier leur présence? Carole, c'est de quoi je parle. Donc, on le sait tous, Mathieu, de quoi tu parles. Oui. Les véhicules hybrides, ça va dans l'environnement vert, donc c'est bon, on tend vers ça. Ce sont les véhicules hybrides sans bruiteur qui nous dérangent. Parce que souvenons-nous que
nous fonctionnons à l'ouïe, à l'oreille. Alors, les aides à mobilité motorisée, ce qu'on appelle les quadriporteurs, les triporteurs, les vélos, les véhicules hybrides, les personnes qui courent avec 2 écouteurs dans les oreilles, les personnes qui marchent avec des écouteurs aux oreilles en regardant leur cellulaire, sont tous des obstacles qui peuvent être corrigés. Donc, les voitures hybrides munies d'un bruiteur, pour moi, ça fonctionne. Est-ce que mes collègues vont dire autrement ou ajouter? Ben, si je peux me permettre, en fait, je pense que c'est vraiment important que ce soit mis en place. D'ailleurs, actuellement, le gouvernement du Canada travaille à s'harmoniser, si je comprends bien, à la norme américaine pour faire en sorte qu'on ait des bruiteurs. Il faut juste se rappeler qu'au Québec, en 2035, le gouvernement actuel veut que tout le parc automobile ait des véhicules électriques et qu'on n'ait plus le droit de vendre des véhicules à essence. Alors, évidemment, le bruiteur, ça va devenir essentiel. Parfait. Merci pour ces réponses. Je n'ai pas d'autres questions qui sont rentrées depuis quelques minutes. Donc, de toute façon, on est à peu près dans les temps où on est dirigé pour la fin de ce webinaire. Donc, je fermerai la période de questions officiellement si ça va à tout le monde. Et, à moins que j'en ai une petite dernière. Oui, rapide. Oui. Est-ce que je sais qu'il y a plusieurs représentants des municipalités qui nous écoutent. Je les remercie énormément. J'aimerais juste qu'on sache que on le fait, là, l'importance des feux sonores. Mais cette importance-là est aussi de réparer rapidement lorsque les défectuosités sont mentionnées. En fait, c'était plus une affirmation qu'une question. Parfait. Est-ce qu'un de nos panélistes veut dire quelque chose là-dessus? Moi, si je peux me permettre, dans le fond, je vais revenir tantôt sur ce que je disais, c'est je pense que ça prend une volonté aussi des différentes instances, que ce soit les instances municipales et aussi des volontés au niveau du ministère des Transports, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du ministère des Transports, ils gèrent des directions territoriales et, par exemple, les routes rurales où on peut installer des signaux sonores. Alors, je pense que j'ai bien aimé ce que Carole a amené tout à l'heure, c'est qu'on voit là, qu'en Ontario, à Ottawa, en l'occurrence, il y en a beaucoup plus de signaux sonores. Ben, c'est parce que je pense que c'est une volonté. Je pense que ça prend une volonté des différentes instances pour faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Parfait, voilà. Merci. Donc, merci encore pour vos réponses, François, Aline et René. Moi, je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé des bonnes questions, d'avoir écouté attentivement. Et je vais laisser la fin à Carole, la présidente du RAC. Merci. Je pense que Carole ne s'est pas limitée au mot de bienvenue et au mot de la fin, comme on l'a constaté. Je dirais qu'avec une déficience visuelle qui a émergé depuis plus de 42 ans et avoir vécu dans différentes villes, avoir voyagé un peu partout, il était temps que nous ayons un webinaire comme celui-ci avec les études menées par le RAM et l'équipe de Québec. C'est important que la population soit sensibilisée. Le niveau de décibels également, on en a parlé, mais le niveau de décibels sur les coins des rues, moi j'apprécie toujours là, la liste de musique des automobilistes qui arrêtent à un feu de circulation. J'apprécie la variété de la musique, mais c'est un petit peu embêtant. Je suis consciente aussi que les gens veulent nous aider aux intersections. Quand j'entends sur une intersection, « Madame, c'est à vous de traverser », c'est gentil, on l'apprécie tous, mais il n'y a rien qui me dit qu'il n'y a pas d'autres madame sur un des 3 autres coins. Alors, on ne sait pas.
Donc, je vous demande à vous qui avez participé à ce webinaire-là, ce webinaire-ci, en fait, de sensibiliser vos collègues, vos amis, vos proches, peu importe. Et je demande également aux dirigeants municipaux qui ont assisté à ce webinaire de sensibiliser les autres municipalités de leur MRC en tant que citoyenne, personne handicapée visuelle, payeur de taxes, citoyenne à part entière. Ma sécurité est entre vos mains. Toute notre sécurité à tous et à toutes est entre les mains des gens qui conduisent des véhicules. Alors, je vous demande d'être vigilants parce que nous, la vigilance, on ne peut pas la diminuer. Parce que nous, on n'a pas de carrosserie qui nous entoure et qui nous protège. Là-dessus, je remercie le RAM, le RAC, l'Institut Nazareth-Louis Braille, les chercheurs, les équipes de partout au Québec qui sensibilisent leurs municipalités, leurs élus municipaux et qui font un travail extraordinaire avec, on le sait, dans le milieu communautaire, moins de sous. Merci à toi, Mathieu. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Donc, ne soyez pas surpris. Merci à tous d'avoir participé. On va couper le webinaire, ce qui fait que tout le monde va se faire éjecter de Zoom. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous garder, mais en fermant la fenêtre, tout va s'annuler.